Voilà, donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette session d'information organisée dans le cadre, du cycle «Votre futur métier». Nous avons aujourd'hui, voilà, le bonheur et le privilège d'accueillir monsieur, Amiri, qui travaille comme, architecte au sein d'un bureau indépendant et qui est également un ancien de la faculté, d'architecture et d'urbanisme de l'université de Mons et il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, monsieur Amiri, bienvenue et merci, de participer à cette interview qui est enregistrée, qui permettra également aux étudiants n'ayant pas eu l'opportunité d'assister à la réunion de pouvoir la visionner et éventuellement de vous poser des questions par la suite, par mail éventuellement. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous expliquer quel est votre parcours académique? Tout d'abord, merci de votre invitation pour présenter notre beau métier et j'espère pouvoir aider de futurs architectes en herbe à se diriger dans leur voie professionnelle. Donc, comme vous l'avez dit, donc, je suis sorti donc, de l'UMONS, plus particulièrement de la faculté d'architecture et d'urbanisme, en 2016. J'ai suivi, comme la majorité des étudiants, une filière qui me plaisait, donc j'ai choisi la section urbanité avec différentes options. Donc, j'ai pris l'option performance du bâtiment parce que c'était un élément qui me tenait vraiment à cœur. Et j'ai décidé donc, après ce bagage technique acquis en 2016, de poursuivre sur ce chemin, donc tout ce qui est technologie, technique spéciale, écologie du bâtiment, et d'en faire mon leitmotiv, si je puis dire ça comme cela. Super. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en fait, sur votre lieu de travail actuel ou éventuellement sur vos expériences, professionnelles antérieures, donc dans les différents bureaux dans lesquels vous auriez travaillé? Ouais, pas de souci. Donc, à la sortie donc, de mes études, comme tous les jeunes diplômés, on doit trouver un lieu de stage. Moi, j'ai décidé de me rendre dans la capitale, à Bruxelles, pour un peu voir comment fonctionnent les grosses infrastructures, les gros bureaux, voir un peu comment on gère ces grands projets. Parce que voilà, quand on est aux études, on nous donne des grands projets, mais il y a l'envers du décor. C'est aussi savoir comment s'organisent les deadlines, les différentes évolutions du projet, par quelle étape on passe. Et donc, moi, j'ai décidé donc d'aller dans un de ces grands bureaux, je peux dire le nom, GS3. Donc, c'est un bureau bruxellois qui se situe à Oderghem. Donc, ils m'ont accueilli. J'ai pu travailler donc, sur tout type de projet. Bien évidemment, quand on arrive et qu'on est stagiaire, on commence par le bas de l'échelon. Donc, des petites régularisations, puis des annexes, puis un petit bâtiment, une petite maison, hop, hop, et puis on monte, on s'intègre dans différents projets. Après cela, j'ai eu donc la possibilité d'aller, toujours pour le même bureau, mais ils ont ouvert une antenne à Charleroi, d'y m'y retrouver. Et c'est donc là que j'ai décidé de quitter ce bureau. Pourquoi? Tout simplement parce que niveau bien-être, je ne m'y retrouvais pas et je tournais en rond à toujours faire la même chose. Je trouvais que je stagnais par rapport aux capacités que j'avais. Donc ça, c'est un point que je soulèverai par après. Quand on stagne dans un bureau, on voit qu'on n'évolue pas, qu'on fait toujours la même chose. Il ne faut pas hésiter à avoir le courage de changer. Je sais que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est du stress. Déjà, trouver le premier stage, ça a été compliqué. Là, en trouver un autre, faire les démarches, les papiers, etc. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, ce serait plus utile et plus productif de changer et d'acquérir une autre expérience. On peut passer par exemple d'un grand bureau à un plus petit bureau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis passé d'un bureau assez gros à un bureau de taille moyenne, le bureau familial. Donc, mon père est architecte, donc j'ai été vers le bureau de mon père. Pourquoi? Pour aiguiser un peu plus mon aspect contact humain. Voilà, vraiment contact avec les clients, discuter avec les clients, ce pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. Moi, j'ai décidé d'être architecte. Pourquoi? Pour tout simplement avoir du contact avec les gens, pas être toujours au bureau, un peu dans les administrations, chez les gens, sur le chantier, avoir un échange humain. Après, tout à chacun, hein. On a aussi la partie créative, etc. Mais aussi, ça fait partie
de mes ambitions à l'époque. Et au sein de mon bureau, qui est actuel, donc le bureau de mon père, on a pu me donner cette chance de pouvoir me développer en tant qu'un vrai architecte. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des architectes, hein, loin de là, hein. Je ne veux pas être prétentieux aux caisses, mais on est très limité. On est très limité dans les grands bureaux à pouvoir évoluer. Soit on évolue et on mord sur sa chic, on doit prouver, etc. Donc ça c'est bien. Mais il faut bien vous rendre compte que dans ces bureaux-là, personne n'était remplaçable. Et quand on coûte trop cher, par exemple, un bureau, c'est déjà arrivé le cas pour certains de mes amis, on préfère inviter monsieur à la sortie ou madame et engager un jeune qui vient de sortir et qui est moins cher. Oui, il va demander un peu plus de rentabilité, mais on les forme plus vite parce que quand on sort de nos études, on est une sorte de dessinateur, mais pas valorisé au titre de dessinateur. Un dessinateur gagnera plus qu'un architecte. Pourquoi? Déjà, il est engagé pour son diplôme, il dessine plus vite, il n'a qu'une tâche à faire. Nous, on est en fait comme un petit embryon qui doit devenir un bébé, puis un adulte. On doit prendre le temps de grandir. Et quand on sort des études, voilà, on a appris beaucoup de choses. Il y a tout l'envers du décor, le contact humain, voir aussi comment se passe un projet dans la vraie vie, avec les vraies conditions, les vraies lois, les prescriptions urbanistiques, etc. Donc c'est un peu plus, comment dire, différent par rapport à ce qu'on voit aux études. Il y a un choc, si je puis dire ça comme cela. Un gap. Voilà, exactement. Ok, merci. Au sein de votre bureau actuel, donc le bureau familial, quel est exactement votre métier et plutôt les missions que vous devez remplir? Donc, moi, je suis architecte, donc tout simplement, je remplis donc la mission complète d'un architecte indépendant. Donc, ça veut dire que j'accompagne du début jusqu'à la fin les clients. Ça passe par toutes les étapes. Je fais donc relationnel, recherche administrative, budgétisation, suivi de chantier, comment dire, conseil, bien évidemment, conseil. C'est important de conseiller les clients parce qu'ils nous payent pour ça. Bien évidemment, il faut bien se rendre compte que euh, on est là pour aider. La majorité des personnes qui nous contactent, c'est des gens qui n'ont jamais qui n'ont pas des connaissances du bâtiment. Et donc, c'est notre devoir de les aider, les informer et de les accompagner dans leurs idées, leurs projets ou envies, tout simplement. Et donc, moi, je remplis donc la mission d'un architecte standard. Je ne suis pas assigné à juste une tâche, comme peut l'être dans certains bureaux, par exemple. Ok. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous décrire un peu quelle est votre journée type, euh, si une journée type existe? Donc, on va plus parler d'une semaine type. Parce qu'une journée type, c'est pas possible. En fait, donc nous, on s'organise pour rassembler dans une journée, on appelle ça une journée chantier. Donc, dans la journée chantier, on va essayer de rassembler un maximum de chantiers pour, à chaque fois, une fois qu'on est sorti du bureau, pas rentrer, sortir, couper. Par exemple, vous devez imaginer, vous êtes en train de travailler, vous coupez votre travail, vous perdez du temps à aller jusqu'à un endroit, vous devez perdre l'autre temps à revenir, vous remettre dans le travail, etc. Donc, on organise nos journées. Par exemple, on prend, je ne sais pas, on a nous mercredi et vendredi, c'est 2 journées chantier. Ces journées-là sont exclusivement réservées à la visite chez les clients, aux administrations et coordination de sécurité. Par exemple, on va voir un chantier, on se rend compte que voilà, il faut faire ça, 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 explication avec les clients ou rencontre de nouveaux clients. Les 3 autres jours de la semaine, on fait quoi? C'est que de l'administratif, des permis, du dessin, des mails, des appels, et ça, c'est au bureau. En fait, on a vraiment distinction travail bureau et travail sur chantier. Et si on peut faire en termes de pourcentage, je pense qu'on passe 60% au bureau et 40% à l'extérieur Ok. sur une semaine. Après, ça fluctue, hein, bien évidemment, c'est pas toujours figé, hein. On voit avec les disponibilités des clients, c'est une qualité, il faut savoir s'adapter aux besoins des gens. Ok, merci. Par rapport justement à cette gestion, donc vous dites qu'il faut pouvoir s'adapter, notamment
et être flexible. Quelles sont les autres compétences nécessaires, en fait, à la réalisation de votre travail? Je pense que la première compétence, et une des plus importantes, c'est d'abord avoir le contact humain. Donc, on doit bien se rendre compte que nous, on n'est pas comme des médecins. Vous allez chez un médecin, vous payez votre séance, je sais pas moi, 35 €, vous repartez, vous n'êtes pas content, vous allez voir un autre médecin. Quand des clients vont voir un architecte, la majorité des gens, donc je ne parle pas des promoteurs immobiliers, on parle des gens lambda, voilà, ils ont économisé toute leur vie, ou ils vont investir l'argent d'une vie, faire un crédit sur toute une vie. Ils vont choisir un architecte par rapport à la confiance, à sa réputation et à ce qu'il peut dégager. Donc, cette compétence, c'est ça, avoir ce contact humain, mais ce contact humain est divisé. On doit savoir écouter, donc comprendre ce que les clients veulent, donc savoir synthétiser les informations qu'ils nous donnent, mais aussi comprendre l'aspect psychologique. Et, même si on ne dirait pas, mais nos décisions, notre façon de parler, et par exemple la relation entre un mari et une femme, un mari et ses enfants. Parce que voilà, les enfants, ils disent ah, mais moi je veux telle chambre, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il faut essayer de satisfaire tout le monde, faire un projet qui va toucher toutes les personnes. Si par exemple vous faites un projet et une personne est lésée dans le projet, entre guillemets, ça ne va pas mettre une belle ambiance. Il faut être là, c'est pour ça que je dis écouter et comprendre. Après, quand on a compris, écouter les informations qu'on nous donne, il faut savoir les restituer et les expliquer avec un langage plus professionnel. Mais il ne faut pas aussi hésiter à utiliser un langage un peu plus vulgaire, vulgarisation des termes architecturaux, parce qu'une personne qui est en face de vous, vous devez bien vous rendre compte, elle va avoir peur de dire « j'ai pas compris » dans 80% des cas. Et donc, vous devez saisir le body language, comme on dit, pour voir si une personne a la saisie ou pas. Par exemple, il y a des personnes qui ne vont pas oser dire qu'elle n'a pas compris, et ça peut amener à des quiproquos par la suite. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter. On peut avoir l'air d'un perroquet, mais c'est pour mettre les gens à l'aise et avoir une relation de confiance. Il dit, ah, ok, cette personne, elle prend du temps pour moi, elle m'explique les choses, donc je peux lui faire confiance. Et après, il faut aussi voilà, le budget, etc., les envies, ça, c'est d'autres choses. Après, ce qui vient tout de suite en dessous, c'est l'organisation. Donc, savoir structurer ses rendez-vous, ses journées. Donc, savoir quand je peux rentrer un permis, combien de temps ça va me prendre de réaliser un permis. Souvent, les clients, ils nous demandent, c'est une question assez récurrente, c'est ça va prendre combien de temps, monsieur l'architecte? Ça va prendre combien de temps? Et vous êtes là, oui, mais ça dépend. Une petite maison, un garage, une annexe, un immeuble, ce n'est pas le même temps. Et vous devez bien vous rendre compte, vous n'avez pas un seul client. Vous devez intercaler des clients que vous avez en amont et des clients qui vont venir par après. Et ça, c'est là que vient donc cette compétence organisationnelle, c'est de pouvoir gérer l'agenda, pouvoir visiter les clients, faire les permis, voir les administrations, passer des coups de fil. Des fois, les administrations, il nous faut patienter, donc il faut savoir aussi aller vers le client, lui dire, voilà, on n'a pas forcément l'information à ce moment-là, mais cette information est importante pour le développement du projet, faire patience, etc. Je vous dis, c'est vraiment psychologie, contact, empathie et beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et le dernier, pour moi, la dernière compétence, c'est un bagage technique. Tout simplement, pourquoi? Il faut savoir utiliser les bons termes. Vous êtes avec une personne, donc là, je ne parle pas des clients vraiment, hein, donc je parle vraiment du monde du bâtiment, donc les professionnels, etc. Par exemple, on va aller prendre l'exemple d'un chantier. Si vous allez sur un chantier et que vous n'avez pas les bons termes, ou là, vous voulez vous exprimer avec un maçon, un entrepreneur, un ingénieur, et vous n'utilisez pas les bons termes, ben, il va avoir une distorsion de l'information que vous voulez passer. Par exemple, pour les types de barres de ferraillage, le type de bloc. Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas vous en donner vraiment précisément, mais ça peut amener, par exemple, l'égouttage. Par exemple, on va prendre le principe de l'égouttage. Si vous parlez, voilà, tu fais ça, 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 et que la personne vous dit oui, mais elle n'a pas compris, et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et que après le jour, par exemple, de couler le béton au-dessus de l'égouttage, vous arrivez à vous rendre compte qu'il n'a pas fait ce que vous aviez demandé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de communication. Ça peut être un problème de communication ou un problème d'autre chose, mais là, on parle vraiment s'il y a un problème de communication. Mais là, c'est là qu'il faut faire des efforts sur soi-même, apprendre à imprégner le monde du bâtiment, essayer de comprendre comment ça fonctionne, les gabarits, on va dire, les gabarits que tout le monde doit suivre, plus ou moins. Un bloc, c'est un bloc de 19, un bloc de
une 823 c'est quoi, une SICAR machin, enfin, tous des noms. On doit savoir, par exemple, dans la tête, à quoi c'est. Ah, ok, c'est ça, j'ai cette image de ça, donc je sais que c'est ça que je dois répondre, c'est ça que je dois faire. Mais dans le bagage technique, il ne faut pas être arrogant non plus. Il ne faut pas savoir dire, enfin moi c'est un avis personnel, un conseil que je donne aux futurs étudiants, dans ce métier, il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas dire, ouais, moi je suis architecte, les autres, c'est rien du tout. Non, on est tous sur le même niveau. Et c'est justement quand on comprend qu'on est tous sur le même niveau que les projets avancent bien et que justement on fait du bon travail. Ok. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de problèmes à régler au jour le jour, donc C'est pas des problèmes, c'est la vie quotidienne d'un architecte. Il faut répondre à ça, à ça, à ça. C'est comme ça. oui, très bien. Justement, vous avez déjà évoqué quelques conseils pour les étudiants, pour les futurs architectes. Quels seraient encore vos autres conseils de type plutôt insertion professionnelle? Mon conseil numéro un, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec ce diplôme. Quel débouché ce diplôme nous apporte. Quand on est diplômé, on se dit, là, je vais être architecte, c'est tout. Non. Il y a beaucoup soit de reconversion ou de direction. Déjà, soit je vais vers, par exemple, le métier, donc vraiment être un architecte, ou bien je vais me spécialiser dans les techniques spéciales, dans l'écologie, dans le BIM, donc tout ce qui est informatique, etc. On peut, par exemple, gérer tout un bureau juste en faisant que du dessin. Je gère d'autres architectes, etc. Je les aide à organiser leur temps, etc. Voir aussi si je peux aider ces gens-là pour d'autres bureaux, par exemple avec des géomètres, avec des ingénieurs, des bureaux de technique spéciale, etc. Et après, donc, dans ce panel-là, il y a aussi donc, les suppléments. J'appelle ça les suppléments. Responsable PEB, c'est des formations. Inspecteur, donc on dit terme inspecteur, mais ça a différents noms. Ça veut dire, par exemple, on travaille pour des banques et des assurances et on va faire un constat des lieux. Donc, après un dégât, ou par exemple, une banque demande à un expert de voir si le projet des clients donc de la banque, ils ont fait un prêt, on voit si le projet il est viable, si par exemple il n'a pas été surestimé en coût d'argent ou sous-estimé. Nous, on est là pour justement pour quantifier les travaux un peu et la valeur du bien. Et par exemple aussi, vous pouvez travailler pour des agences ou des clients. Par exemple, nous, on a des clients, ils nous disent, voilà, je vais acheter tel terrain ou je vais acheter tel bâtiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le coût? Et quel est le vrai prix du bâtiment? Par exemple, on a des clients qui nous contactent, ils disent, voilà, je vais acheter tel bâtiment, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, le bâtiment, il vaut autant, pourquoi? Il faut refaire la toiture, il est situé à tel endroit, Nivelles, Bruxelles, Mons, peu importe. Et tous ces éléments vont déterminer un prix. Bien évidemment, vous devez bien vous rendre compte que le prix, par exemple, qu'on donne pour ce bâtiment, le marché et le prix réel du bâtiment, il est carrément faussé. Pourquoi? Le désir des gens n'est pas quantifiable. Par exemple, le coup de cœur d'une personne, elle va surenchérir sur une autre, ou le voisinage, on achète son voisinage, comme on dit. Donc, le prix qu'on remet, on dit c'est un prix professionnel. Il ne correspond jamais au prix du marché. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, des personnes peuvent s'enflammer, moi je surenchère, l'autre surenchère ou quoi aux caisses. Et nous, on essaye de justement, le client lui dire voilà, il y a, le bâtiment coûte autant. Si le prix dépasse ça, ben c'est pas avantageux pour toi, par exemple. C'est ça aussi notre but. Et les autres possibilités, dans notre métier, on peut devenir agent immobilier. Ça, il faut, par exemple, demander à des architectes, ils vont expliquer toutes les étapes, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On peut devenir entrepreneur. Par contre, là, il y a aussi une législation. Lors des architectes expliquent beaucoup mieux que moi, bien évidemment. Par exemple, on ne peut pas être architecte et entrepreneur. Sinon, il y a conflit d'intérêts. On ne peut pas être le juge et le bourreau, pardon. Et ça, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas. Je pense que l'ordre donne des possibilités. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils sont là pour ça. Leur demander ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on ne peut pas faire, vers où on peut aller. Et c'est déjà un premier point de vue vers, par exemple, imaginons qu'au bout des 2 ans de stage, la personne, ou même au cours de son stage, elle se rend compte qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Il y a toujours une possibilité de reconversion, pardon. Et qu'il ne faut pas paniquer, avoir peur. Il y a toujours moyen de rebondir sur notre diplôme, si je puis dire ça comme cela. Ok, merci. Est-ce que vous avez encore d'autres conseils de type insertion professionnelle
à donner à nos étudiants et futurs diplômés? Oui, là, en fait, je vais vous expliquer par rapport à des gens qui sortent donc des études et qui veulent un stage, donc pour nos futurs stagiaires. Tout d'abord, il faut, quand vous allez sur votre futur bureau, si je puis dire comme ça, et que vous rencontrez votre maître de stage et les différents intervenants de ce bureau-là, vous devez vous renseigner, donc, par exemple auprès de l'ordre des architectes, avoir des informations si le bureau est un bon bureau ou un mauvais bureau. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais par exemple, est-ce que le bureau a déjà eu des problèmes avec d'autres stagiaires, avec d'autres architectes? Ça, ils vont juste vous dire, parce qu'il y a aussi le secret professionnel, ils ne vont pas commencer à dire, oui, ce bureau-là, il est mauvais parce que ça. Ils vont vous donner oui, non, voilà. Comme ça, vous avez déjà un premier point de vue. Après, quand vous allez sur votre entretien d'embauche, il ne faut pas hésiter à observer, voir les autres architectes, assistants ou quoi aux caisses, et leur poser des questions, leur demander est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que ce bureau vous apporte comment dire, les souhaits que vous avez, donc en termes de développement professionnel, est-ce qu'il y a du respect, est-ce qu'il y a trop de pression, est-ce qu'on fait beaucoup d'heures supplémentaires? Ça, c'est des questions à poser qu'on n'ose pas. Parce que quand on est stagiaire, c'est comme quand on passe de la 6e primaire à la première secondaire, on était les plus grands et on redevient les plus petits, c'est la même chose. On est là, on n'ose pas trop, on a peur, on n'a pas, j'allais dire le courage, je ne peux pas vraiment dire ça, mais d'aller poser les questions. Non, justement, c'est là qu'il faut poser les questions. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur de négocier son salaire. En négociant son salaire, avant de négocier son salaire, bien évidemment, il faut se renseigner des barèmes. Donc, chaque région a son barème. Je pense, à l'époque, et encore à l'heure actuelle, le Hainaut, c'est 12,50 € de l'heure minimum. Par exemple, Bruxelles, à mon époque, c'était 16, maintenant je pense que c'est passé à 17, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier, bien évidemment, auprès de l'ordre des architectes. Et on peut négocier par rapport à ça. Et il ne faut pas aussi, donc, par exemple, accepter les 12,50 €, hein, par exemple, là c'est un exemple. Et si on voit qu'on évolue et qu'on prend un gap, ben de renégocier. Pourquoi je ne pourrais pas négocier? Je suis plus performant, je travaille plus vite. Il me semble que je réponds plus aux besoins du bureau. Donc, j'aimerais négocier mon salaire. Il ne faut pas oublier aussi une chose, que le maître de stage, il vous paye, il vous forme, et il faut aussi avoir une relation de respect. Ça veut dire que, voilà, on peut demander une négociation de salaire, mais il faut aussi être réaliste. Hein. Si, par exemple, on voit que je veux juste négocier parce que voilà, je ne gagne pas assez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment réfléchir, voilà, qu'est-ce que moi j'apporte. Voilà, au bureau, j'apporte, je suis plus performant, je suis plus réactif, etc. Qu'est-ce que j'apporte? Et se vendre, comme un deuxième entretien d'embauche. Et après, il faut aussi avoir de l'ambition. Est-ce que moi, je reste à mon petit stade, je fais que des régularisations, ou moi, j'ai l'intention de demander, voilà, je veux un plus grand projet. Je sens que je suis capable, je veux, et avoir le désir. Si on ne montre pas son désir de vouloir évoluer, on va te laisser à ta place. Pourquoi on va te donner plus, tu ne réclames pas. Non, il faut avoir cette envie. Et aussi, il ne faut pas hésiter à faire des formations pour valoriser son statut dans un bureau. Voilà, PEB, expertise. Il y a aussi des formations, par exemple, sur comment gérer un chantier, comment rédiger un PV de chantier. Ça paraît bête, on dit oui, normalement je suis censé l'apprendre sur mon lieu de stage, mais on peut payer une petite formation, je ne vais pas citer de nom de formation, mais comment dire, pour justement gagner un gap supplémentaire et plus rapidement. Et une des dernières choses, c'est ne pas hésiter à changer de lieu de stage. Si on voit que, comme je disais tout à l'heure, si on stagne, ben, de partir ailleurs, à l'aventure, si je puis dire ça comme ça. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe la première année? Toutes les personnes font quoi? Ben, j'achète une voiture. Donc on a un crédit. Il y en a, ils achètent une maison. Donc ils ont l'instabilité de dire, ah, est-ce que je vais prendre le risque d'aller trouver un autre endroit parce que je dois payer ça, je dois faire ça. Ou alors ils ont pris un appartement, ils le louent. Et donc, il faut voir aussi, avoir l'intelligence de dire, OK, si je fais ça, est-ce que je me sens bien? Ou alors j'attends de prendre, par exemple, une voiture, un appartement ou quoi, aux caisses, ou investir dans quelque chose, avant d'être sûr de savoir si je suis bien où je suis. Et il y en a qui ont la chance de, dès le premier bureau qu'ils font, ben, ils ont directement ce qu'ils recherchaient, ce qu'ils veulent. Et d'autres, ben, il ne faut pas hésiter à changer. Si on n'est pas bien, il faut changer. Et dans les points positifs, toujours à faire, c'est ne pas oublier de vivre et de voyager, avoir une vie sociale. Pourquoi? Là, je vais en venir dans les points à ne pas faire. Il ne faut pas accepter d'être sous-payé.
Ça, c'est impossible. Il faut vraiment dire non, non, non. Être sous-payé, c'est comme une insulte pour les années d'études qu'on a fait. OK au barème, OK, mais pas en dessous. Parce qu'il y a des profiteurs, ça, il faut le dire, et ils sont punis par l'ordre, hein, bien évidemment. Hein. C'est pour ça qu'il y a un ordre des architectes, c'est pour nous contrôler, nous, les stagiaires, avoir notre sécurité, mais aussi contrôler les maîtres de stage. Ne pas faire toujours trop d'heures. Pas trop d'heures supplémentaires. Parce que trop d'heures, on rentre tard, on n'est pas motivé, dépression, on délaisse notre vie sociale. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, ça fait partie du fait qu'il ne faut pas accepter certaines conditions de travail. Et un point ultra important, le respect. Donc, exiger le respect, l'engagement et au niveau des actes. Il ne faut pas accepter de se faire mal parler. On est une personne, pas un objet. Il y a beaucoup de personnes que j'ai entendues, des échos, j'ai même des gens qui sont tombés en dépression ou en burn-out parce qu'ils ont une pression psychologique, langage, même physique sur certaines personnes. Par exemple, imaginons, vous êtes un stagiaire, vous êtes engagé et vous vous retrouvez dans un bureau, vous êtes tout le temps tout seul. Excusez-moi, ça ne vous donne pas envie d'avancer, vous allez déprimer. Et ça, quand on est jeune et qu'on se lance, ben, on accepte un peu tout, on est un peu... on mange à tous les râteliers, si je peux dire ça comme ça. Et non, il ne faut pas accepter ça, il faut s'affirmer, et c'est là qu'on évolue. Voilà, j'espère que je ne vais pas déprimer les gens en disant ça, mais c'est... Non, je crois que vous mettez le doigt en fait sur une réalité qui n'est pas propre uniquement au milieu de l'architecture, mais qui peut être aussi valable dans d'autres domaines. Effectivement, il faut continuer à vivre à côté du travail, c'est important. Et le respect, c'est quelque chose voilà, qui devrait être inné au sein d'une entreprise entre un patron et les employés ou les stagiaires. Voilà, donc ça, pour les étudiants, sachez que c'est normalement la norme qui devrait apparaître dans tout milieu de travail. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour tout cet échange, pour tous ces De rien, avec conseils plaisir. et votre enthousiasme et votre motivation à partager votre métier qui semble effectivement vous satisfaire pleinement actuellement. Je voudrais savoir si il y a déjà des questions de la part des étudiants. Donc, soit vous pouvez poser les questions dans le chat, soit directement lever la main, étant donné qu'on n'est pas très nombreux. N'ayez pas peur, hein, toute question est bonne à prendre. Je ne mords pas. Moi, personnellement, j'ai pas de questions pour l'instant. D'accord. C'est très intéressant. Merci. De rien, avec C'est plaisir. donc que tout est clair également. Pour les 2 autres étudiants, y a-t-il des questions? Oui, moi j'aurais peut-être un petit mot. Donc c'est Joachim Desjardins. Donc je suis étudiant à la faculté d'architecture de l'UMONS. Et donc voilà, c'est sûr que la question du stage professionnel arrive à grands pas, étant en master. Et en fait, ma crainte pour le moment, et ce qui me fait un peu peur de rechercher pour le moment un bureau, c'est le fait de tomber dans justement cette routine que vous parliez, d'avoir la tâche hyper monotone. Pour avoir eu l'expérience dans Reto, d'avoir fait un stage de 15 jours dans un bureau où voilà, le patron était vraiment, je ne peux pas dire autrement, c'était horrible. Les employés avec chacun leurs tâches, etc. Et donc, c'est de se dire aussi que le métier d'architecte, on le voit aussi dans nos études, en train de changer aussi d'une certaine manière à l'avenir. Et donc, de voir aussi que l'architecte, c'est pas nécessairement être quelqu'un dans un bureau, mais que ça change aussi. Et c'est pas toujours facile de voir les autres opportunités qu'un architecte peut avoir, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans d'autres types de milieux, qui soient peut-être maintenant de la recherche aussi dans certains domaines, pour prendre une idée, par exemple, la question de la gestion des eaux, par exemple, de comment pouvoir lier ça avec l'architecture, par exemple, ou de voir s'il y a d'autres métiers, en fait, qui s'axent plus là-dessus, sur des questions de peut-être plus recherche ou de mise en commun de villes, ou je sais pas trop. Je sais pas trop si j'étais clair, mais c'est un peu Si, compliqué. je pense avoir compris ta question. En fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, c'est les formations. Donc, soit tu te cantonnes à ce que tu as appris à ton lieu de stage, ou soit de ton envie à toi, tu évolues dans ton métier. Par exemple, il y a aussi dans les métiers que je n'ai pas cités tout à l'heure, tu peux travailler dans une administration. Ça veut dire que tu sors de l'école, tu vas direct, sans lieu de stage, tu vas directement travailler pour, je sais pas moi, la commune de la Louvière, l'urbanisme de la Louvière, de Mons, Morlan-Oui, je ne sais pas, peu importe l'endroit, tu as le droit, si un poste est ouvert, bien évidemment, je ne t'ai pas dit de faire le forcing. Et par exemple, si toi, tu as envie de te former donc, dans la PEB, les énergies,
tu peux te former toi, faire les énergies. Comme je t'ai dit aussi, par exemple, les vis de chantier, il y a des formations pour ça, pour la gestion des ossatures bois, ossatures légères, etc. Donc, il y a des formations, c'est juste qu'il faut chercher et avoir l'envie. Si tu as la possibilité, le lieu de stage où tu es assez de connaissances et te la transmets, tu la prends. Mais si elle ne l'a pas, soit tu changes, ou soit tu vas te former toi-même. Tu comprends? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Joachim. Si, tout à fait. Tout à fait. Après, pour tout ce qui est gestion des eaux, là, il y a des sites internet, etc. Ouais, Ça, tu verras à ton lieu de stage qui vont t'expliquer. Voilà, ça, c'est des basiques. Ça, c'est des basiques. Ouais. Ces choses-là, c'est des basiques propres au métier que tu vas être formé, on va te montrer, à te renseigner, les cartographies, etc. Voilà, il y a ça, à lire une cartographie. Voilà, par exemple, il y a tel indice à tel endroit. Cet indice correspond à quoi? Par exemple, là, il est tout à l'égout, ou bien il faut mettre une station d'épuration, etc. Ou alors il faut faire, il y a un puits cartésien. Enfin, il y a plein de choses, mais chaque chose est référenciée. T'inquiète pas, stresse pas pour ça. Ouais. Ça fait partie du métier. C'est les bases. Donc, tu prends un terrain, un bâtiment, tu dois savoir connaître son historique avant de commencer à faire un projet. Mais pour le reste, ossature bois, PV de chantier, toutes les formations inimaginables, elles sont disponibles, elles sont à ta portée. C'est juste toi qui dois dégager du temps et l'envie pour le faire. Ok. Ça va, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai. Je vois qu'il y a une fille qui s'appelle Céline Marchand. Je voulais dire que voilà, le métier d'architecte, je vais parler au point de vue des femmes. On dit souvent que c'est un métier misogyne. Oui, voilà, une femme, si elle va sur chantier, ça va pas bien se passer. Moi, je vous jure, j'ai vu des femmes, des vraies femmes de caractère. C'est pas des femmes désagréables. Elles vont sur chantier, elles s'affirment. C'est vrai qu'on est dans un monde un peu sur le chantier, excusez-moi de dire misogyne comme il est dit, mais si une femme elle sait s'affirmer, elle doit pas avoir peur. Elle va, tout va bien se passer. Il faut juste qu'elle ait un peu plus de caractère et savoir s'affirmer, avoir une prestance. Si elle a ça, tout va bien se passer. Il ne faut pas avoir peur parce que j'entends des échos. Oui, mais moi je ne vais pas sur le chantier parce qu'il y a ça, je reçois des remarques, etc. Voilà, il y a des lois qui vous protègent. Si il y a des choses bizarres, etc., qui sont dites ou qui sont faites, il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez porter plainte, etc. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller. Vous êtes là, vous êtes forte, vous avez fait vos 5 ans d'études. On est tous les mêmes, hommes et femmes, il n'y a pas de distinction. Si ça peut rassurer les différentes futures femmes architectes. Ouais, ça peut rassurer. Mais j'ai fait un stage cet été et j'étais accompagnée par une ou plusieurs femmes architectes justement du bureau et ça se passait toujours très bien. Elles savaient s'affirmer. Donc j'ai fait 5 ans. Je suis au même niveau qu'un garçon et il n'y aura pas de souci pour ça. J'espère en tout cas. Il faut toujours s'attendre. Voilà, malheureusement, il y aura toujours une petite remarque déplacée ou qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Enfin, je ne veux pas commencer à rentrer là-dedans, mais vous voyez un peu l'image que je veux renvoyer. Mais à partir du moment où on est compétent et que voilà, on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de souci avec ça. J'espère. On verra. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Je saurais m'affirmer. Par contre, hommes et femmes, il ne faut pas aller sur un chantier sans avoir révisé avant ses plans, savoir il faut pas aller comme ça bêtement. On a tellement de projets que des fois, on a envie d'aller sans avoir vérifié avant nos plans, etc. Ou on va sur place avec le dossier, je regarde sur place. Non, il faut un peu avant d'aller. Voilà, on a à telle étape. Donc, je vais regarder par exemple la dalle. Dans la dalle, il y a l'égouttage, les ferrailles, les dimensions, etc. Et comme ça, quand on est sur place, on est déjà imprégné du projet et on a plus facile à communiquer que de dire attends 2 minutes, il faut que j'aille dans mon dossier, il faut que j'aille chercher. Ça, c'est une erreur que moi aussi j'ai faite au début, qu'il faut éviter de faire. Après, au tout début, notamment les 2 ans de stage, on est toujours accompagné, on n'est jamais lancé tout seul. Donc, ouais, mais quand tu verras, quand ils vont te donner, dire voilà, maintenant tu n'es plus un poussin, tu es un aigle royal, on va dire, tu peux y aller. C'est pas la même chose que quand tu as accompagné quelqu'un, tu stresses, tu te poses plein de questions, est-ce que je vais savoir répondre à ça? Et tu stresses tellement, des fois, peut-être la personne en face, elle te pose une question bête, pardon, et tu ne sais même pas y répondre par le stress. Non, il faut se détendre, il faut aller tranquillou et tout va bien se passer. Et ne pas dire je ne sais pas, toujours dire je vais me renseigner. C'est mieux. C'est un conseil, hein. Un petit conseil, une petite astuce. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, j'en ai une parce que justement, vous évoquiez le vocabulaire spécifique sur chantier, notamment par rapport aux ouvriers, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà appris préalablement lors de votre cursus ou bien vous êtes fait sur le tas au fur et à mesure de votre stage et en côtoyant peut-être de plus en plus d'ouvriers ou bien en allant voir un entrepreneur peut-être pour se faire expliquer toute une série de choses? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça? Mais déjà, pendant les études, on a les cours de technologie de la construction. Donc, on voit déjà pas mal de choses, mais on ne peut pas tout voir et tout retenir. Parce qu'il y a tellement de cours, tellement d'informations. Mais une fois qu'on est dans le monde du bâtiment, ben, avec le maître de stage, les autres stagiaires, etc., on parle, etc. Il y a un langage. Il y a aussi des livres. Hein, le Neufert, par exemple, ça, c'est, comme on disait, c'était la Bible des architectes. Mais il y a, en fait, à fortiori du temps, on va enrichir son langage. Mais il faut ouvrir ses oreilles et apprendre à écouter. Et quand on écoute, ben, ça vient tout seul. C'est quoi un DIBA? C'est quoi une membrane d'étanchéité? C'est quoi un pare-vapeur? C'est quoi? Parce que oui, on l'a vu, mais c'était en dessin. Mais là, on le voit en vrai. Donc c'est différent que de voir un trait sur un dessin, que de le voir en réalité. Ah oui, ok, ça se met comme ça. Donc là, il y a un acrotère. C'est quoi un acrotère? Ah, il faut le fermer avec. C'est toutes des choses subtiles que on les a entendues, mais on les a pas forcément retenues. Là, on les voit et là, il faut. C'est pas une honte de pas savoir. On prend l'information et on la garde et on l'utilise pour la prochaine fois. Mais, comme je disais tout à l'heure, il y a des formations pour ça aussi. Il y a pour, comment dire, les matériaux. De toute façon, c'est simple, vous allez dans un bricot, un bloc, c'est un bloc, une 823, c'est une 823. Enfin, c'est des trucs, une panne, une verne, une sablière, c'est quoi une sablière? C'est des choses, en fait, comme vous le disiez à l'instant, avec le contact du chantier et du maître de stage, ça sert à ça les 2 ans de stage, ben, on apprend, on est comme une éponge. Et après, un jour, il faut la restituer. OK. Et alors j'ai une dernière question Ouais. qui peut peut-être intéresser les étudiants. Vous parliez de l'ordre des architectes, qui est Oui. notamment cet organe de contrôle à la fois des architectes et des stagiaires et qui doit favoriser un milieu favorable au développement de tous. Oui. Est-ce que l'ordre aussi se charge de faire connaître toute la diversité hem, des métiers qui se cachent derrière le diplôme d'architecte? Alors, je ne peux pas parler en leur nom, déjà, mais je sais qu'on peut s'adresser à eux et avoir des informations. Normalement, je pense que fin de Master 2, à l'époque, moi, quand j'étais étudiant, l'ordre venait et on pouvait leur poser des questions. Malheureusement, j'aurais bien voulu que quelqu'un comme moi me dise, moi quand j'étais plus jeune, voilà, tu peux poser telle question, par exemple les questions des débouchés. Je pense que c'est intéressant ce jour-là de leur poser la question parce que vous allez avoir le président, le secrétaire et je ne sais plus quelle autre personne qui sera là. Donc c'est intéressant de leur poser et vous avez le droit d'envoyer un mail, hein, de poser, voilà, je suis dans le doute ou j'aimerais me peaufiner dans telle chose, leur poser la question et eux, s'ils ne savent pas, ils peuvent vous rediriger parce que c'est eux qui sont les patrons, on va dire de, de l'ordre, comme on dit, hein, c'est l'ordre des architectes, c'est eux qui conseillent et qui nous guident dans notre métier. OK, merci. Donc s'il n'y a plus d'autres questions, je vais clôturer ici la session. Je voudrais remercier monsieur Amiri vraiment pour son partage, pour cette Ouais. expérience qui j'espère en tout cas, heu, voilà, encouragera beaucoup nos étudiants et futurs diplômés, à s'orienter vers quel que soit le type de carrière, mais en tout cas avec autant d'enthousiasme, et de joie. Donc, surtout Ouais. aimez ce que vous faites plutôt que de subir votre métier. Et voilà, donc si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez encore contacter monsieur Amiri par mail, il est tout à fait disposé, me semble-t-il, à répondre, à vos questions. Avec plaisir. Et voilà, je vous remercie à nouveau. Je remercie aussi les étudiants qui ont participé à la session et je vous souhaite une une bonne suite de journée. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. De rien, au revoir.